Ce sont des mots qui ont fait irruption dans nos vies, dans nos quotidiens depuis quelques années. Cyberattaques, cybercriminalité, fake news. Mais quelle réalité trouve-t-on derrière ces termes? Faut-il s'inquiéter pour nos vies? Sommes-nous tous espionnés? Sommes-nous tous manipulés sur les réseaux sociaux? Et la démocratie est-elle en danger? Avec nous, deux spécialistes pour tenter d'y voir plus clair. Merci Frédéric Douzet d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes professeur des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Et merci à vous Camille François d'être avec nous en direct depuis New York. Vous êtes, directrice de recherche et d'analyse chez Graphica, entreprise d'analyse de réseau. Vous êtes spécialisée dans les enquêtes sur les menaces des médias sociaux et vous êtes chercheuse à Harvard. D'abord, la grande question aujourd'hui pour moi, c'est celle-ci. Est-ce que nous sommes devenus trop dépendants aux réseaux sociaux et à Internet, sans quoi toutes ces questions ne se poseraient pas? Alors, est-ce qu'on est devenu trop dépendant? Moi, je ne suis pas là pour porter du jugement sur est-ce qu'on est trop dépendant ou pas. C'est une réalité de l'existence des réseaux sociaux. De la même façon, la désinformation, les manipulations de l'information ont toujours existé. Mais aujourd'hui, on se trouve dans un contexte où les réseaux sociaux permettent une propagation extrêmement rapide de l'information, une manipulation et une diffusion massive et automatisée, donc une viralité qu'aucune autre technologie auparavant n'a permise. Donc on est dans une amplification possible de l'information et donc dans des moyens de manipuler qui sont extrêmement importants et qui rencontrent aussi un contexte de perte de confiance dans les démocraties, de vulnérabilité finalement de nos démocraties. Alors justement, on parle beaucoup de fake news, de désinformation sur les réseaux sociaux, vous venez de l'évoquer. On a parlé des campagnes d'influence russes pour favoriser le candidat Trump. On en parle de nouveau pour la campagne présidentielle de 2020. Comment est-ce qu'on peut influencer massivement par le biais des réseaux sociaux? Je m'adresse à vous, Camille François, vous qui êtes aux États-Unis. Oui, c'est intéressant parce qu'en réalité, on voit différents gouvernements faire différentes campagnes. Et par exemple, l'approche qu'utilise la Russie pour influencer, pour faire ses campagnes d'influence est très différente de l'approche qui est utilisée par exemple par la Chine ou par l'Iran. Dans le cadre de la Russie, on a une approche qui est très centrée sur des communautés vulnérables et sur le fait de créer des faux profils que l'on va implanter au milieu des communautés vulnérables pour mieux les diviser et pour mieux les affaiblir. Et ça, c'est une approche qu'on n'a pas vue dans d'autres campagnes, qui est différente, par exemple, de celle de l'Iran. Qui sont ces communautés vulnérables dont vous parlez? Oui, alors par exemple, aux États-Unis, on a vu beaucoup d'attention portée aux communautés africaines-américaines activistes avec des faux profils créés par les Russes pour se faire passer pour des activistes, pour se faire passer pour des organisations médias ou des groupes d'activistes et en effet créer de la division. Souvent, on voit ces acteurs se concentrer sur des sujets qui peuvent être qui peuvent créer des divisions dans la discussion américaine et appuyer sur les deux côtés d'un sujet. Par exemple, la question de la brutalité et de la violence policière aux États-Unis est particulièrement débattue. On voit les Russes à la fois pousser un angle pro-police et à la fois pousser un angle anti-police, donc avec des groupes qui s'appellent Blue Lives Matter et des groupes anti-police à la fois en même temps, avec encore une fois cette volonté de créer et d'amplifier de la division. Et de la confusion. Qui sont les groupes qui agissent derrière ces campagnes de désinformation? On parle beaucoup donc de la Russie, de l'Iran. Frédéric Douzet. En fait, ça dépend de quelle désinformation on parle et les termes. Il faut faire extrêmement attention puisqu'on a plusieurs types de manipulation de l'information qui peuvent exister. Et si, par exemple, est-ce qu'on peut les lister justement? En fait, on peut avoir des opérations de propagande, comme on a eu dans le cas de la propagande de Daesh dans un contexte de montée du terrorisme, où là, les réseaux sociaux ont été utilisés pour véhiculer une idéologie, mais aussi pour convaincre, pour recruter des combattants. On peut avoir des opérations qui sont à visée interne pour manipuler des élections. On peut avoir des opérations qui sont de l'ingérence étrangère. Donc, par exemple, Camille vient d'évoquer le cas de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine. On a vu qu'en Inde, au contraire, c'est le parti au pouvoir qui, en même temps, développe la connectivité sur le territoire et utilise les réseaux sociaux pour arriver à renforcer le poids de son parti politique.
Camille François, je crois que vous, justement, vous avez travaillé aussi sur de la propagande autour des attentats du 13 novembre. Tout à fait. Je pense que ce que dit Frédéric est particulièrement important. On a tendance à mettre un peu tout et n'importe quoi dans ce concept, surtout de désinformation. On essaye, nous, côté Graphica, de se concentrer sur quelques dimensions principales. Est-ce qu'on est de la désinformation à cause de l'acteur qui est derrière la campagne, à cause des techniques d'amplification qui sont utilisées ou à cause du contenu? Souvent, on se concentre beaucoup sur le contenu. Est-ce que le contenu est faux? Est-ce que le contenu est des fausses nouvelles, par exemple? Mais en réalité, souvent, le problème, c'est l'acteur derrière la campagne ou les techniques d'amplification qui sont utilisées, qui rendent la campagne une campagne de désinformation. Frédéric Douzet, je crois que vous voulez réagir, oui. Oui, et je crois que ce que dit Camille est très important parce qu'on a tendance aujourd'hui à entendre le vocable fake news, mais le vocable fake news a tendance à désigner tout ce que la personne qui le mentionne n'aime pas dans l'information qui circule. Comment on peut justement déceler, comment on peut se rendre compte qu'on est face à une fake news, quand on est face à son Instagram, à son Facebook? Comment on peut avoir la puce à l'oreille? Ou est-ce que c'est tellement bien fait parfois que ce n'est pas possible? J'ai tendance à répondre les deux. C'est-à-dire qu'un des réflexes, ça va être de regarder d'où vient l'information, de remonter à la source, de voir finalement si c'est une information qui surprend par son contenu. Et là, on se retrouve à devoir faire le travail que font les rédactions comme votre chaîne de télévision ou des rédactions de journaux, qui va être de recouper l'information, de chercher la source et de la vérifier. Dans les médias traditionnels, on a un comité de rédaction qui fait ça. Dans les réseaux sociaux, on n'a pas de filtre, donc ça va être au niveau de l'utilisateur qu'il va falloir faire ce travail. Donc ça fait partie des moyens de pouvoir détecter effectivement de fausses informations. Et les entreprises elles-mêmes s'engagent. On a vu que Facebook avait dévoilé récemment un plan pour protéger les élections américaines en 2020. Facebook a été très critiqué justement sur la campagne pour la présidentielle de 2016, qui est déjà critiquée maintenant. On a vu Mark Zuckerberg interrogé par les élus américains. Est-ce que ça ne pose pas aussi, tout clairement, la question de la démocratie? Est-ce que ce ne serait pas plutôt aux États souverains d'assurer cette protection, d'assurer en tout cas un contrôle sur des entreprises comme Facebook? Camille François. Oui, c'est une très bonne question. En réalité, on a besoin de cette coopération parce que pour comprendre qui est réellement derrière une campagne ou pour comprendre comment est-ce qu'une campagne a été amplifiée de manière inorganique, on a quand même besoin de l'infrastructure qui est généralement celle des plateformes. Et du coup, une question difficile aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on organise la coopération entre ces plateformes qui ont cette visibilité que d'autres n'ont pas et dont on a besoin pour aller déceler et détecter ces campagnes. Et comment est-ce qu'on organise cette coopération avec les chercheurs, les États souverains et le reste des institutions dont on a besoin pour avoir une approche effective vis-à-vis de ce problème. Comment elle s'organise aujourd'hui, cette coopération, concrètement? Elle existe? Ou c'est un vœu pieux, justement, que vous appelez? Elle existe de temps en temps. Je le sais parce qu'on a eu le privilège de faire partie d'une commission d'enquête du Sénat américain qui nous a demandé, nous, en tant que chercheurs, d'analyser des données qui leur avaient été fournies par les plateformes. Et donc, c'était autour de l'ingérence russe par rapport à l'élection de 2016. Donc, en effet, on voit que de temps en temps, quand il y a crise majeure, on peut avoir des structures qui permettent aux plateformes de contribuer des données, aux chercheurs indépendants de les analyser de manière indépendante et aux institutions d'être impliquées. Après, aujourd'hui, je vois que c'est plutôt quelque chose qui arrive un peu périodiquement quand il y a une crise et pas vraiment un process structuré et organisé. On en parlait, Frédéric Douzet, avant cet entretien. Le problème aussi, c'est que les grandes démocraties, comme les États-Unis, n'ont pas vu venir aussi le pouvoir de ces réseaux sociaux et l'utilisation qui pourrait en être faite justement par ces groupes qui veulent manipuler et influencer. Oui, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que l'Internet s'est développé de manière non contrôlée, complètement décentralisée, avec comme préoccupation principale que l'information circule le plus rapidement possible et ça a été développé aussi par les États-Unis avec une représentation très importante de la liberté d'expression. Et par ailleurs, aux États-Unis, la menace cyber, entre guillemets, a été traitée comme une menace,
plutôt techniques, c'est-à-dire des cyberattaques qui pouvaient faire tomber les infrastructures critiques et avoir des conséquences graves aux États-Unis, mais pas comme une menace informationnelle parce que l'information n'est pas perçue comme une menace aux États-Unis. Donc, lorsque l'ingérence russe dans l'élection présidentielle est arrivée, ça a pris l'administration complètement par surprise. Et l'information, elle est vécue comme une menace. Oui, allez-y, Camille François. Oui, j'allais dire, et puis il n'y a pas que les États. Souvent on dit les États souverains ont raté le coche, mais ici la Silicon Valley aussi a raté la menace et n'a pas fait ce travail de prévision qu'ils auraient dû faire. Frédéric a évidemment raison, il y a eu une perception de la menace qui était très technocentrée et qui a fait en sorte que la Silicon Valley elle-même n'a pas vu venir le phénomène de l'utilisation des réseaux sociaux pour ses campagnes d'influence. Et justement, j'allais venir aux États plus autoritaires qui, eux, voient l'information comme une menace et qui verrouillent tout. La Chine notamment, l'Iran qui dernièrement a tout coupé. Comment l'Iran s'y est-elle prise pour couper son Internet ? Ce qu'on a pu observer par le travail d'observation du réseau, c'est la façon dont l'Iran a reconfiguré l'architecture de son réseau en créant un réseau très riche, très résilient, avec beaucoup de connexions à l'intérieur, dans le niveau national, mais la connexion vers l'extérieur est limitée à 3 opérateurs et ces 3 opérateurs sont contrôlés par l'État. Et donc l'Iran a fait les choses de manière extrêmement sophistiquée, a pris 24 heures finalement pour, couche par couche, couper la connexion entre l'intérieur et l'extérieur et du coup supprimer énormément de connexions. Il n'y en a que quelques-unes qui ont pu continuer à fonctionner pour les banques ou pour d'autres services. Est-ce qu'on peut imaginer que des démocraties comme la France ou les États-Unis s'inspirent peut-être de ce genre de méthode, voilà, pour couper justement ces groupes qui font de la désinformation, pour les voir venir? Enfin, je ne sais pas s'il y a une possibilité de contrôle, c'est une question sans doute naïve, mais je vous la pose. Je pense que c'est quasiment impossible techniquement et encore plus difficile politiquement. Couper les communications, si on regarde pour la France par exemple, Google a quelque chose comme 95% de part de marché en France sur Google Search. On a une dépendance complète aux plateformes américaines. On ne va pas couper tout d'un coup le réseau politiquement. Les connexions vers l'extérieur, par ailleurs, en France, l'Internet s'est développé de manière complètement libre et donc les connexions sont multiples. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de réorganiser le réseau pour en couper les connexions vers l'extérieur. On ne peut pas tout couper, c'est ce que vous nous dites. Camille François, je vais revenir sur quelque chose, voilà, peut-être de plus anecdotique, mais vous avez été parmi les 100 personnes les plus influentes recensées par le Time, si j'ai bien suivi. Félicitations, mais ça veut dire malgré tout que voilà, pour le journal, le travail que vous effectuez, les recherches que vous effectuez sont quelque chose d'assez fondamental dans le monde aujourd'hui. Vous l'avez perçu comme ça? Oui, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je pense que c'est d'abord une reconnaissance du sujet. Sujet qui, encore une fois, a mis un peu de temps à arriver sur la scène géopolitique quand on a commencé ces recherches. Moi et mes collègues, il y a quelques années, je pense que les gens avaient du mal encore à comprendre que le harcèlement pouvait venir, par exemple, d'entités étatiques sur les réseaux sociaux, que les campagnes de désinformation pouvaient faire partie d'un jeu géopolitique et pouvaient faire partie des menaces cybersécuritaires. Donc je pense qu'ici, le Time a vraiment voulu souligner plus l'importance du sujet et le fait que c'est enfin un sujet que l'on peut prendre au sérieux. Merci Camille François. Et Frédéric Douzet voulait dire quelque chose très rapidement. Oui, moi je voudrais dire que ce n'est pas du tout anecdotique, qu'on est sur des menaces qui sont liées à des acteurs qui sont extrêmement agiles, à des technologies qui sont disruptives. Et il faut quelqu'un de créatif et de disruptif comme Camille pour réussir à répondre à ces défis. Et comme vous, Frédéric Douzet. Et donc je la félicite aussi.